Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La logistique, une fonction opérationnelle oubliée. Défense. Collection dirigée par Pierre Pascalon. Le moment n'est hélas pas venu. Peut-il d'ailleurs venir? Où la force militaire pourrait être reléguée dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts, cher à André Malraux. Le monde est en effet constitué de longtemps sinon de toujours, d'États-nations, dont le nombre ne cesse de progresser et progressera sans doute encore au XXIe siècle s'il faut en croire la prophétie du père Serge Bonnet. Le XXIe siècle sera plus encore que le XXe siècle le siècle des nations. Se pose à ces États-nations le problème de leur défense, c'est-à-dire la fonction vitale d'assurer leur sécurité, leur paix, leur indépendance, l'obligation de préserver et de pérenniser les signes forts d'une identité nationale à travers les accidents de l'histoire, à savoir un territoire et la communauté consciente des hommes qui l'habitent. On peut convenir en effet d'appeler politique de défense l'ensemble des mesures et dispositions de tous ordres prises par le pouvoir pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire national dont il a la charge et, par ricochet, la paix du peuple qui y vit. Pour utiliser les termes très voisins retenus par l'ordonnance du 7 janvier 1959, la défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population. Cette collection entend accueillir les réflexions qui touchent le domaine de la défense ainsi défini, domaine global, multiforme, en constante évolution, en privilégiant bien sûr le cas de la France et de l'Europe dans un contexte qui est désormais ici aussi de plus en plus d'emblée mondialisé. Déjà paru. Pierre Pascalon, sous la direction de La politique de sécurité autour de la Méditerranée, lac de paix, 2005. L'armée de l'air. Les armées françaises à l'aube du XXIe siècle, tome 1, 2003. Quelle protection du territoire national contre le terrorisme international, 2003. La Marine nationale. Les armées françaises à l'aube du XXIe siècle, tome 1, 2002. Sous la direction de Olivier Kempf. La logistique, une fonction opérationnelle oubliée. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 934 8. EAN 9 782 296 569 348. Avant-propos. Ce texte reprend les actes d'un colloque organisé le mardi 29 juin 2010 à l'école militaire, amphithéâtre Lacoste, par le club Participation et Progrès, en partenariat avec Alliance Géostratégique, premier portail de la blogosphère stratégique francophone, accessible à www.alliancegéostratégique.org. RDN, Revue Défense Nationale. SDL, Soutien Défense Logistique, Revue française de logistique de défense. DSI, Défense et Sécurité Internationale, Revue mensuelle de stratégie. IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Introduction générale. Par Olivier Kempf. Maître de conférence à Sciences Po. Président de www.alliancegéostratégique.org. La logistique constitue une des 3 fonctions stratégiques universelles avec le commandement et le renseignement. Mal connue, elle est toutefois intimement associée à la manœuvre interarmes. Le développement des guerres industrielles a d'ailleurs été de pair avec son développement. Les évolutions récentes de la guerre l'amènent à développer 2 grandes tendances, celle de l'internationalisation et celle de l'externalisation. Définition et interprétation. La logistique est couramment confondue avec le soutien. Selon la doctrine du soutien des forces terrestres en opérations extérieures 1, le soutien est l'action d'aider, de réconforter, d'appuyer.
Elle bénéficie à une politique, une organisation, un individu. Elle est conduite par l'État, une coalition de circonstances, les forces armées, des unités spécialisées. Le soutien logistique est une activité de soutien qui bénéficie aux forces armées. Elle est conduite par les moyens des forces armées ou des acteurs civils étatiques ou privés. La logistique est l'action générale de déplacer et maintenir, équipement. Elle bénéficie au personnel, équipement et stock des forces armées. Elle est conduite sous responsabilité nationale. Par ailleurs, selon la doctrine du soutien interarmé des opérations 2, le soutien interarmé des opérations consiste à mettre en place au profit d'une force un système pour lui fournir les moyens et les services permettant de maintenir sa capacité opérationnelle et son autonomie au niveau fixé par le commandement. La logistique constitue une partie de ce système. La logistique est l'ensemble des activités qui visent en toutes circonstances à donner aux forces armées, au moment et à l'endroit voulu, en quantité et en qualité nécessaires, les moyens de vivre, de combattre et de se déplacer. Assurer la mise en place des moyens nécessaires à la prise en charge médicale et au soutien santé. Assurer la maintenance des matériels. Ainsi, à lire ces définitions, on constate deux choses. Le soutien possède une dimension large et politique, quand la logistique comporte une acception plus concrète et donc plus restreinte. La logistique est plus marquée par l'opérationnel que le soutien. Toutefois, il faut faire attention à ce dernier constat. Il ne signifie pas que le soutien est non opérationnel ou même qu'il ne s'exerce qu'en métropole. De même, on ne peut pas dire que le soutien est civil, quand la logistique serait militaire. La logistique demeure donc tournée vers les opérations, et elle a suivi les évolutions des 2 dernières décennies. Un bref retour en arrière s'avère nécessaire pour le comprendre. Evolution historique. À l'origine, la logistique était totalement extérieure aux armées qui vivaient sur les campagnes. On se souvient des représentants en mission de la Révolution, ou des cantinières. On se souvient aussi que cette sous-traitance au secteur privé ne donna pas satisfaction, puisque Napoléon créa le train en 1806 à Ostérode III pour ne plus avoir à dépendre de ses fripons et de ses coquins. Le XIXe siècle puis le XXe siècle sont l'histoire de l'organisation de la logistique, indispensable dans la mise en place des guerres industrielles puis guerres totales qui s'y déroulent, qu'il s'agisse de usage du train 1870, de la révolution automobile, Première Guerre mondiale, taxi de la Marne et voies sacrées, ou de la grande manœuvre logistique américaine, Eisenhower, débarquement en Normandie, base 901, les fonctions logistiques se développent sans cesse avec la création de fonctions spécialisées, qu'il s'agisse de l'arme du train, du service des essences ou de l'arme du matériel. La guerre froide qui prépare un engagement conventionnel de grande ampleur sur le territoire européen a d'incontestables dimensions logistiques. Il s'agit de préparer le premier affrontement en Allemagne et d'organiser l'acheminement des renforts américains. Cette organisation du temps de paix, dans une zone déterminée, marque durablement les organisations des armées et des dispositifs logistiques. Cette machine est remise en cause à partir de la fin du système bipolaire. On peut discerner plusieurs traits. L'apprentissage d'une pratique expéditionnaire, massive et éloignée. La première guerre du Golfe, les opérations de l'ONU puis de l'OTAN dans les Balkans, l'intervention en Côte d'Ivoire puis celle en Afghanistan mobilisent des milliers d'hommes, dans des environnements toujours plus adverses et à des distances toujours plus lointaines. La dispersion, puisque la logistique de corps expéditionnaires génère, dans la durée, autant de flux logistiques que d'opérations ouvertes à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole quand il s'agissait auparavant d'une manœuvre logistique orientée vers un théâtre unique. 4. Une internationalisation qui prend de multiples formes. L'engagement intervient le plus souvent dans le cadre d'organisations internationales, ONU, OTAN, UE, mais il incorpore toujours des dispositifs bilatéraux, au moins avec la nation hôte. Il s'ensuit une articulation du soutien souvent compliqué, qui doit faire la part du soutien national, subordonné au commandement via l'ASIA, adjoint soutien interarmé, et de la coopération multinationale, plus ou moins intégrée selon les domaines. L'augmentation des coûts, consécutive à cet éloignement et aux ruptures de milieu qui imposent des frettes maritimes ou aériens, selon l'urgence requise. L'interamisation des soutiens,
définie notamment par le décret 869 de juillet 2009 définissant les responsabilités du SEMA et des chefs d'état-major d'armée. Si des services ont été historiquement interarmées, service des essences des armées, SI, service de santé des armées, SSA, d'autres le deviennent, service du commissariat des armées, SCA, service interarmé des munitions, SIMU. On est ainsi passé de la notion d'armée pilote du soutien à la notion d'armée responsable du soutien, AR. La coopération avec des acteurs civils, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou privés, à but lucratif ou non lucratif. Cela va du lavandier employé par la compagnie isolée à la sous-traitance de fonctions entières, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de l'acheminement terrestre. L'utilisation de la logistique dans de nouvelles missions. Plan RESEVAC, aide logistique dans le cadre des actions civilo-militaires, soutien aux populations. C'est aussi un vecteur d'acceptation de la force par les relations entretenues avec la nation hôte, achat de denrées, relations commerciales avec les acteurs locaux, ce qui contribue à la mise en œuvre de l'approche globale. Fonction logistique. La logistique recouvre les 12 ou 13 domaines suivants, selon qu'on isole le soutien des munitions ou qu'on l'insère dans le soutien des matériels. Le soutien administratif. Le soutien juridique. Le soutien financier. Le soutien santé. Le soutien de l'homme. La condition du personnel en opération. Le soutien des matériels, y compris le ravitaillement en munitions. Le soutien pétrolier. Les acheminements. Le soutien au stationnement. L'hygiène et sécurité en opération. La protection de l'environnement. La manœuvre logistique. Qu'est-ce que la manœuvre logistique ? En étant restrictif, elle consiste uniquement à bouger les éléments logistiques sur le terrain en fonction de la situation et de l'effet à obtenir. Selon une conception plus large, elle inclut de facto la conduite du soutien afin de donner au chef interarmes la plénitude du commandement, et une véritable unicité tactico-logistique de la manœuvre 5. L'articulation des 12 fonctions constitue le métier du logisticien qui doit toujours soutenir le chef tacticien. C'est un fait généralement admis, mais le plus souvent selon le précepte que la logistique suivra 6. Pourtant, il faut ici évoquer la loi de 1882 qui instaure les principes de l'administration militaire à la suite de la défaite de 1870. Il s'agit tout d'abord de la subordination des services au commandement. En conséquence, on en tire la plénitude du commandement, qui donnait au chef militaire et notamment au chef de corps, tous les moyens de conduire une action autonome. 7. La logistique est donc intimement associée à l'action tactique. Elle doit adapter son dispositif aux décisions du chef. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle est mineure. Combien de chefs ont perdu des batailles pour avoir négligé la logistique ? Il faut donc souligner la nécessaire complémentarité du tacticien et du logisticien, dès le temps de la planification. Plusieurs facteurs viennent ensuite compliquer cette manœuvre tactico-logistique. Le temps du logisticien ne peut être celui du tacticien, anticipation, réactivité si nécessaire. Un dispositif logistique reste plus lourd qu'un dispositif tactique, bascule. Enfin, si la logistique soutient la tactique, le tacticien va devoir appuyer le logisticien. 8. Ainsi, pour être efficiente, la logistique doit pouvoir être anticipée, coordonnée et disposer des ressources, équipements et moyens d'acheminement adaptés aux missions. C'est d'autant plus vrai que les engagements modernes nécessitent toujours plus d'armes, de munitions et donc de soutien logistique. Si l'empreinte logistique du fantassin romain se comptait en quelques kilos, celle du fantassin moderne en Afghanistan se compte en dizaines de tonnes. C'est une évolution majeure par rapport au contexte de la guerre froide. Une semaine de stock, tous moyens réunis pour un affrontement à moins de 200 km de profondeur sans rupture géographique. Par exemple, en 2009, 5 opérations majeures FIA, KFOR, FINUL, Licorne, EUFOR Tchad, mobilisent en permanence environ 8000 hommes, 40 aéronefs et 2400 véhicules et 66 000 tonnes acheminées. Malgré les vœux régulièrement scandés, l'empreinte logistique des armées modernes ne cesse d'augmenter à mesure du développement technologique. Le combat moderne incorpore toujours plus de logistique. Cela affecte durablement la manœuvre. La logistique demeure et demeurera une fonction au service des autres. Y servir demande un état d'esprit particulier fait d'altruisme, d'humilité et de désintéressement.
Mais elle est toujours tournée vers l'opérationnel, c'est-à-dire qu'elle doit créer les conditions pour que chaque domaine du soutien de l'homme, soutien pétrolier, maintien en condition, soutien infrastructure, puisse effectivement fournir aux combattants en temps, en lieu et en quantité voulue, ce dont il a besoin pour vivre, se déplacer, combattre et éventuellement se soigner. Internationalisation. La logistique reste une responsabilité nationale qui n'exclut cependant pas des partages de compétences. Rôle Specialist Nation, Lead Logistic Nation type Fort Tchad. Toutefois, cette responsabilité nationale doit combiner plusieurs modes d'action logistique, suivant le contexte d'engagement, national ou multinational, dans un cadre européen ou allié ou onusien. La répartition des responsabilités impose la coexistence de fonctions nationales de soutien, à côté de l'opération. On conçoit ainsi que la maintenance, qui s'attache à des équipements le plus souvent nationaux, ne puisse la plupart du temps être partagée. De même, le soutien médical de l'avant demeurera longtemps une prérogative nationale. Plusieurs structures alliées peuvent être utilisées. AMCC pour l'acheminement stratégique, MJLC9 pour la coordination logistique. La NRF engagera un JSLG. Au niveau tactique, on peut rencontrer des MILU mais le plus souvent, on s'appuiera sur un ESN. Par ailleurs, d'autres dispositifs existent dans les cadres onusiens ou européens. Dans ce cas, il s'agit le plus souvent d'un mécanisme de facturation de la dépense qui est adressé pour remboursement à l'organisation, mécanisme Athéna pour l'UE. Mais des procédés d'externalisation ont pu être utilisés, avec notamment une externalisation très poussée dans le cadre de l'opération EUFOR Tchad. Externalisation. L'externalisation apparaît être un mode d'action logistique possible, du fait de la réduction drastique des soutiens et de l'augmentation concomitante des coûts. En effet, autrefois, les efforts logistiques visaient à approvisionner l'avant via une organisation fondée sur des stocks poussés ou prépositionnés sur un espace de manœuvre connu à l'avance. Le soutien était totalement exercé en régie, et reposait sur nos seuls moyens et structures, afin de garantir la permanence de la réaction, en tout temps et toutes circonstances. Les évolutions de la guerre ont remis en cause ce schéma. Il est donc légitime de s'interroger sur le périmètre des soutiens. Que peut-on garder en propre, que peut-on partager, que peut-on déléguer quasi en totalité? Tout dépend éventuellement des circonstances et des opérations. Ceci explique que de multiples expérimentations aient eu lieu, qu'il s'agisse du dispositif CAPES France au Kosovo, sous-traitance à l'Economa des armées qui est un établissement public, ou de dispositifs de conditions du personnel en Afrique ou au Liban. Il reste qu'on ne peut aller trop loin pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'insécurité ambiante empêche qu'on puisse entièrement se reposer sur des non-militaires, il faut des soldats. Ensuite, trop de sous-traitance, notamment auprès d'acteurs locaux, pose la question de la maîtrise logistique par la force et donc par le commandement national, surtout dans un contexte de guerre irrégulière. Actuellement, le débat porte principalement sur l'externalisation éventuelle de la maintenance. Si elle est possible en France, l'est-elle pour autant en opération? Si certaines fonctions sophistiquées peuvent être réalisées par des civils dans des ateliers à l'abri, des civils peuvent-ils aller retirer un engin immobilisé en zone d'insécurité? L'équation est compliquée et contient plusieurs paramètres, le coût, la sécurité, la technologie, la souveraineté, la réversibilité, la remontée en puissance. Une utilisation rationalisée de la réserve pourrait être envisagée. Innovante, elle relancerait cette composante qui semble s'essouffler. Le concept de sponsored reserve, développé par les anglo-saxons, pourrait retenir notre attention. Le colloque. Remarquons en préambule que la logistique est bien souvent absente des débats stratégiques. Ceux-ci se concentrent soit sur des considérations géopolitiques, combien de colloques sur l'Europe de la défense, techno-économiques, combien de colloques sur la base industrielle de défense, stratégique, combien de colloques sur le nucléaire, ou opérationnel, autrefois la révolution dans les affaires militaires, aujourd'hui les coins. Mais presque jamais sur la question logistique, appréhendée d'un point de vue stratégique. C'est l'originalité de ce colloque, organisé par le Club Participation et Progrès, avec le soutien actif de Alliance Géostratégique et en partenariat avec plusieurs publications, Revue Défense Nationale, Soutien Logistique Défense et Sécurité Internationale, et avec l'IRSEM qui nous accueille en cet amphithéâtre Lacoste.
La logistique, comme bien d'autres fonctions stratégiques, se trouve au croisement de deux tendances. Tout d'abord, des questions permanentes classiques. 1. Trop ou trop peu? 2. Flux ou stock? 3. À l'avant ou à l'arrière? 4. Par armée ou conjointe? 5. Interne à la défense ou externalisée? 6. Public ou privé? Mais ces questions, toujours valides, doivent désormais faire face à des novations. 1. Projection, extension stratégique, base de théâtre dominante opérative ou soutien de proximité, approche tactique? 2. Front ou espace lacunaire? 3. Avec, contre ou au sein des populations? 4. National ou internationalisé? Si oui, dans le cadre de dispositifs institutionnalisés ONU, UE, OTAN ou avec des structures ad hoc, coopération avec la nation hôte, avec les ONG? 5. Étatique par agence ou par SMP? C'est en fait la question de l'adaptation de la logistique à la guerre irrégulière qui est ainsi posée. Dans cette perspective, il semble que tous nos débats stratégiques oublient le plus souvent que la logistique devient de plus en plus une fonction opérationnelle majeure. Au point que pour reprendre un vocabulaire stratégique, il semble bien que la logistique soit devenue le centre de gravité opératif, voire stratégique, des opérations aujourd'hui conduites. Enfin, et simultanément, cette logistique devient le lieu des efforts de rationalisation, probablement parce qu'on la confond très souvent avec le soutien, alors qu'on pourrait la comprendre comme la partie opérationnelle du soutien, en opposition d'une partie plus fonctionnelle. Cette distinction servirait de guidane pour conduire les réformes en cours, mais aussi pour envisager les nouvelles évolutions. C'est pourquoi ce colloque est organisé en 4 parties. La première vise à comprendre la logistique dans les conflits contemporains. La suivante posera la question de l'adaptation par les armées de leur logistique à ces nouvelles conditions. La troisième évoquera les fonctions qui peuvent être partagées entre le public, les armées et organisations internationales et le privé, les entreprises, quand la quatrième s'interrogera sur les formes nouvelles de ces partages, externalisation, sous-traitance, agence, partenariat. Mais en préambule, un éclairage historique s'impose afin de mettre en perspective les liens entre la logistique et les armées. On pense notamment à la phrase de Napoléon créant le train des équipages pour se débarrasser de ces fripons de fournisseurs aux armées qui ne lui assuraient pas le service qu'il voulait. Alors, la militarisation était la solution. 1. Doctrine du soutien logistique des forces terrestres en opérations extérieures, EMP 20 1902, 24 juin 2010. 2. Doctrine du soutien interarmé des opérations, PIA 04-201 du 8 février 2008. 3. Pour une lecture critique, voire Béroger, les équipages militaires dans la campagne de Pologne 1807, un exemple napoléonien de transfert de l'entreprise à l'État, INJCH. Romer et Elleninger, Armée privée, Armée d'État, acte du colloque des 27 et 28 mars 2008, IRSEM 2009. 4. Sur le théâtre, le passage d'une logistique de flux poussé, type Grande Guerre patriotique, à flux tiré, conflits asymétriques, a aussi généré de nouveaux savoir-faire chez les logisticiens. 5. Le document de référence EMP 20 1902, Doctrine du soutien logistique des forces terrestres en OPEX, précise que la manœuvre logistique regroupe la manœuvre des unités et la conduite du soutien. 6. Le mot du général de Gaulle, l'intendance suivra, ne s'adresse pas à la logistique dans son ensemble, comme on l'interprète trop souvent aujourd'hui. L'intendance est le nom ancien du commissariat en charge du soutien administratif, financier et du soutien de l'homme. 7. Cette plénitude du commandement a disparu dans les faits, avec la mise en place des bases de défense. 8. Les opérations de convoi en sont une illustration flagrante. Un convoi en Capisa impose pour la TF Lafayette, sur Midi, l'hypothèque de 2 SGTIA, des moyens 3D, des éléments d'appui, le suivi du mouvement. Voir infra le texte du LCL Tépenier. 9. AMCC, Allied Movement Coordination Center. MJLC, Multinational Joint Logistic Coordination Center. NRF, NATO Response Force. JSLG, Joint Logistic Support Group. MILU, Multinational Integrated Logistic Uni. ESN, Élément de soutien national, NSE en anglais.
Première partie, la logistique dans les conflits modernes. La logistique au regard de l'histoire 10. Par Guillaume Lascongarias. Chercheur à l'IRSEM. L'intendance suivra. Sans doute s'agit-il de l'aphorisme napoléonien le plus célèbre, et le plus paradoxal. Si d'un côté, il renvoie à une fonction opérationnelle sinon oubliée, du moins considérée comme secondaire au regard des autres, il n'en est pas moins étonnant de constater que ce même chef de guerre jugeait les affaires de subsistance tellement nécessaires et essentielles qu'il créa le train des équipages militaires à Austerode, en Prusse orientale, en mars 1807. Derrière ce qui tient de la boutade habituellement employée pour désigner le peu d'intérêt que les stratèges semblent avoir eu pour la logistique, il faut voir l'héritage de 2 millénaires d'une culture stratégique largement focalisée sur les chefs et les combattants au moment crucial d'une campagne ou d'une guerre, au milieu de la bataille. Les acteurs principaux, à cet instant proprement décisif qui engage le futur d'un peuple et ou d'un pays, s'inscrivent dans une tradition littéraire occidentale qui depuis Homère voit la nécessaire identification et héroïsation, au détriment des contingences qui permettent à ce même héros de l'emporter. Il est vrai que la dynamique narrative tire bien plus d'attrait des hommes, des mouvements complexes faits par les troupes, du fracas des batailles ou du succès des campagnes, que du nombre de convois, de fourrages ou d'armes créées, stockées, livrées. Cela participe in fine d'un oubli ou du fait que pour permettre ces instants décisifs, il faut être ravitaillé, soutenu, appuyé, et que celui qui possède la logistique la mieux organisée l'emporte généralement, quoique pas toujours 11. Ces choix de focale ont longtemps contraint les historiens. Le livre fondateur de la logistique comme fonction opérationnelle décisive est peut-être celui de Martin van Creveld, Supplying War Logistics from Wallenstein to Patton, bien qu'il ne soit pas exempt de défauts et d'approximations 12. La démonstration de l'auteur prouve s'il en est que la logistique a toujours imposé ses contraintes aux chefs militaires, et que des campagnes militaires de la Renaissance aux armées mécanisées de la première moitié du XXe siècle, la dépendance reste la même, à considérer qu'elle n'augmente pas. Elle est un parent pauvre de l'historiographie mais toujours présente à l'esprit des stratèges. On en trouve une première preuve éclatante au moment où César doit abandonner l'idée d'une invasion prompte de la Grande-Bretagne actuelle après que les navires de servitude lui apportant son ravitaillement aient été drossés en 55 avant notre ère 13. Mieux, le cardinal de Richelieu affirmait qu'en son temps, plus d'armées ont péri faute de pain que par l'effort des armées ennemies. Plus tard, Frédéric II jugeait que l'art de vaincre est perdu sans l'art de subsister. Quant à Karl von Clausewitz, il estimait la qualité d'un général à sa capacité à ne point engager plus d'hommes et de moyens que son pays ne pouvait lui en fournir. Volontairement, ce papier ne cherche pas à entrer en détail dans la façon d'employer au mieux les hommes et les moyens, ce qui serait le propre de la logistique opérationnelle ou de la logistique comprise dans un rapport dialectique aux opérations, mais de permettre un tour d'horizon de la stratégie logistique, c'est-à-dire la parfaite compréhension de l'adéquation entre des ressources critiques et en nombre forcément limité et des buts de guerre, ce qui offre une définition de la logistique comme une science de l'économie des moyens, ou leur injection de la façon la plus utile dans un outil militaire. Partons d'un présupposé. L'émergence d'une pensée logistique semble fondamentalement liée à l'émergence de l'État ou du moins, d'une forme étatique capable de créer, d'animer et de mettre en œuvre une armée permanente. Aussi, l'un des premiers exemples connus est celui de l'armée assyrienne autour de 700 avant notre ère, qui possède des sites de stockage d'armes en fer, d'armures, de chariots de guerre 14. Outre une gestion quasi centralisée des équipements, l'armée s'avère capable de combattre et d'adapter à différents types de terrains, mettant ainsi en œuvre sinon un premier processus de planification mais au moins une idée que selon son environnement, l'armée évolue et combat différemment. Exemple de cette solidité logistique, l'armée assyrienne excelle dans la pratique des sièges, lesquels exigent la mobilisation de matériel rare et leur concentration sur un espace limité et dans un espace contraint. Il ne faudrait cependant pas surévaluer cette armée antique. Faute de transport organisé entre l'avant et l'arrière, l'armée en marche vit sur le pays. Cela signifie que le temps des opérations s'appuie sur les exigences du calendrier agraire et agricole, l'armée entrant en campagne au moment où les récoltes se font. De la même façon,
Le choix de la zone à conquérir ou occuper ne peut être compris de façon aléatoire mais doit répondre à la puissance et à la taille de l'armée attaquante. C'est ce qu'Alain Jox appelle la proportionnalité des conquêtes qui doivent refléter les capacités de la puissance conquérante, en prenant en considération l'espace et la civilisation qui s'y trouvent 15. Dès lors, et à tous les niveaux, pour éviter à la fois l'effondrement intérieur lié à une économie qui se tournerait uniquement vers la guerre et les risques de dilution d'une armée avalée par l'ampleur de ses conquêtes, on comprend l'importance d'une pensée logistique tant au niveau stratégique et politique, sous la forme d'une économie de guerre, qu'au niveau opératif et tactique, sous la forme de l'attribution et de la distribution des moyens. L'un des problèmes majeurs des armées antiques tient paradoxalement à la spécialisation accrue de leurs troupes, la division entre troupes légères et infanterie lourde, l'apparition d'une cavalerie, ce qui alourdit d'autant le fardeau logistique. Ainsi, dès l'essor du chariot de guerre, les Égyptiens mettent en place des lieux de réparation et même des équipes mobiles chargées de maintenir les véhicules en état de marche 16. Autre innovation qui révolutionne l'art du transport, l'introduction du couple bœuf-charrette serait due, selon certaines sources, à Ramsès II pendant la campagne qu'il mène jusqu'à Kadesh. Mais si les charges transportées permettent de soutenir des armées plus importantes, la rapidité de ces mêmes armées s'en trouve sévèrement affectée, tandis que les convois ne peuvent sortir des routes et des axes les plus faciles d'accès. Ce hiatus entre volume et rapidité va plus ou moins structurer la période antique, avec quelques différences notables. Les armées grecques, ainsi, se contentent d'une logistique réduite rendue possible par la faible étendue de territoire entre les cités-États, mais aussi par le fait que les phénomènes expéditionnaires, par exemple la campagne de Syracuse en 415, s'appuient essentiellement sur la marine. En cela, les Grecs s'inspirent beaucoup des Perses, les premiers à avoir intégré les opérations maritimes dans le soutien de leurs opérations à terre. Les guerres médiques voient l'éclosion d'une marine de guerre et de transport, avec la conception. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.